Je pense aussi aux migrantes, aux migrants qui meurent en mer aujourd'hui, qui n'ont pas d'hommage. Jusque-là, ils allaient à la décharge publique en Tunisie. Une meuf qui est super féministe, elle a peut-être pas envie que ce soit 4 mecs en costard qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam qui aillent porter son cercueil. L'arrivée du mot féminicide, je trouve que c'est vraiment très important. On le décrivait comme crime passionnel. Bonjour, je suis Marion Valère et je publie ce livre « Redonner une place à nos morts ». Je m'appelle Stéphane Durand et je suis journaliste et auteur du livre Période d'essai, comment j'ai apprivoisé la mort. Les métiers du funéraire doivent-ils être modernisés? Oui. Je voulais faire une reconversion dans le funéraire, mais je me suis pris des vents de partout parce que j'ai quelques petits tatouages ici. Alors je cachais le reste, bien sûr. Je voulais pas forcément porter la cravate, chose qui a été très dérangeante. Souvent je donne l'exemple, je fais une meuf qui est super féministe. Elle a peut-être pas envie que ce soit 4 mecs en costard qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam qui aillent porter son cercueil. Ce sont des gens humains, des gens incroyables, mais ils bénéficient aussi d'une image très austère. Quand on va dans un magasin de pompes funèbres, parfois on a l'impression que la mort c'est en un modèle, quelques choix de tombes, quelques choix de musique et que c'est comme ça et pas autrement. Ils nous ont vraiment matrixé, je trouve, le cerveau sur à quoi doit ressembler la mort, à quoi doit ressembler le deuil dans notre société. Et pourquoi changer une équipe qui gagne? Parce que de toute façon, ils font des chiffres records, parce que de plus en plus de gens meurent dans notre pays, parce que la population vieillit. Ils n'ont rien à y gagner, à changer. Mais je pense qu'il faudrait quand même inventer de nouveaux modèles, parce qu'en fait, les gens sont en demande vraiment de ça. Moi, j'ai eu la chance de faire mon stage dans une pompe funèbre qui s'appelle l'Autre Rive. On a fait des cérémonies à la Bellevilloise, qui est une salle de spectacle. Ils m'avaient demandé de regarder pour organiser des cérémonies sur les péniches. Pour les moderniser, il y a les coopératives funéraires, qui offrent quand même un aspect un peu plus humain, on va dire. Puis c'est vrai que c'est modernisé aussi sur tous les coulisses. Moi, c'est ce qui m'a le plus gavé dans ce métier. C'est que travailler dans les pompes funèbres, c'est aussi passer, je pense, 80% de temps à attendre, en fait. À attendre qu'un prestataire nous réponde, que la mairie nous délivre un certificat. Ce temps-là, c'est un temps qu'on ne peut pas appliquer à la famille, qu'on ne peut pas appliquer à faire une cérémonie justement personnalisée. Un enterrement ne peut pas être une fête. Nous, on est toujours dans ce truc on doit chialer, faut porter du noir, faut que ce soit sordide, mais ça peut ne pas l'être. J'avais fait une cérémonie avec une famille qui était ivoirienne, et ils se prenaient en selfie avec le mort. Et il y avait les porteurs de cercueil qui étaient là, waouh, qu'est-ce qu'ils font? Et j'étais non, en fait, c'est pareil à la Nouvelle-Orléans. C'était une famille noire américaine. Ils chantaient, ils dansaient. Enfin, c'était une célébration du mort. Avant, parfois, ça durait 3 jours, une cérémonie funéraire, qu'il y avait des cortèges dans la ville qui ont veillé vraiment le mort. Et que aujourd'hui, parfois, ça dure 20 minutes. Il y a quand même un sujet de la place qu'on donne, en fait, tout simplement aux funérailles, à la célébration du mort. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne le fait pas assez et que ça nous rend malheureux aussi. Ouais. Le monde du travail accompagne suffisamment les personnes endeuillées. Je ne crois pas. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne crois pas. Je crois que si on perd notre frère, notre sœur ou un parent, on n'a que 3 jours de congé. Tu perds ton frère le lundi, et le vendredi, tu dois être au taf, tout sourire. Il y avait un congé long que pour les enfants. Avant, c'était 7 jours et maintenant, c'est 14 jours. Et effectivement, on se demande même, mais comment font les gens? Les collègues de travail font un peu le taf, bien sûr, quand ils sont amis. Sinon, après, t'es obligé d'aller voir ton médecin, tu te mets en arrêt maladie. Donc ça prouve qu'il n'y a aucun accompagnement en entreprise. Et après, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat parce que le patron, qu'est-ce qu'il peut faire face au deuil? Il est pas plus armé que quelqu'un d'autre non plus. À quel moment faut-il rédiger son testament et comment ça marche? À quel moment faut-il? À n'importe quel moment, en fait. Ça fait partie du vivre ensemble aussi que de dire aux gens qu'on aime qu'est-ce qu'on veut qu'il advienne de nous quand on va mourir. Parce que notre propre finitude est tellement un tabou qu'on n'ose pas dire ce sujet. Et on peut changer d'avis. Ce n'est pas gravé dans le marbre et on n'est pas obligé d'aller chez le notaire. Juste avoir une petite enveloppe chez nous, on marque en cas de besoin ou en cas de malheur plutôt. On a juste à informer notre famille, même à l'oral, de ce qu'on veut faire. Moi, j'ai travaillé à la ville de Paris, donc sur les affaires funéraires. Et ce qui me frappait quand je parlais à des familles endeuillées, c'est que très souvent, ils ne savaient pas pour leurs proches, pour leurs amis, ce qu'ils ou elles souhaitaient. Une inhumation, une crémation, dans quel cimetière, quelle modalité. Et c'est ce qui crée aussi des conflits. Bien sûr. Au sein de la famille, parce que, vu qu'ils ne savent pas, ils sont obligés d'interpréter. Cette question, elle renvoie à la question de la transmission, c'est-à-dire, est-ce qu'on parle ou pas de la mort en famille, à ses enfants ou même entre amis. Et aujourd'hui, c'est encore totalement insuffisant. Et donc, rien nous incite, en fait, à prendre nos dispositions pour que quand ça arrive, en fait, on soit beaucoup plus préparé. Le deuil dure approximativement 1 an. On a tendance à dire qu'un deuil devient problématique ou pathologique au bout d'1 an.
Ça veut pas dire grand-chose en fait. Oui, vous avez le droit de pleurer encore un peu au bout d'un an. Oui, vous avez le droit d'être ému en regardant une photo 2 ans plus tard. Si on est terré dans son lit avec une grosse dépression, qu'on ne peut pas aller travailler, qu'on se coupe du monde suite à le décès de quelqu'un qu'on aime, ouais, là, il y a un problème. Je déteste l'expression faire son deuil. Non, on vit avec le deuil. Une fois qu'on perd quelqu'un, on devient endeuillé. Ce deuil, on le porte avec nous toute la vie, et ça veut pas dire qu'on se met à chialer toute notre vie dès qu'on pense aux personnes disparues. Il faut aussi accepter que c'est une partie justement non productiviste de notre vie, en fait, le deuil. On peut pas tout maîtriser. Et le temps du deuil, c'est un temps sacré, c'est un temps à part qu'on doit respecter. Et ton livre l'explique très bien. En plus, c'est à nous d'inventer nos propres rituels pour faire vivre nos morts, allumer une bougie à toutes les dates de décès ou les dates d'anniversaire, aller dans les cimetières ou là où il y a les stèles. Il n'y a pas de règle en fait. À l'heure où on parle beaucoup de santé mentale, je pense que c'est important quand on perd quelqu'un d'aller consulter, même juste pour que ce soit un moment à soi, on a le droit de chialer, on a le droit de pleurer notre mort si c'est chez un psy, chez un accompagnement au deuil. Vu qu'on meurt de moins en moins à la maison, en fait, souvent, ça se passe beaucoup à l'hôpital. Et du coup, on attend aussi des soignants qu'ils nous consolent, qu'ils nous annoncent les choses. Et c'est une charge énorme aussi qui est mise sur eux, alors que c'est pas forcément leur métier à la base. Aussi parce que on est moins religieux. Mais du coup, on cherche à remettre sur d'autres personnes les attentes qu'on avait envers le curé ou le rabbin ou l'imam. Et donc, on voit qu'en fait, il y a des manques dans la société. Je crois qu'on doit se demander collectivement quel est le parcours en fait de consolation. Et ça peut pas être juste de l'administratif. Et ça peut pas être juste un médecin non plus. Il est préférable de remplacer le mot mort par disparu ou encore parti. Aucune idée. Franchement, je n'ai pas de religion là-dessus. Permettre à chacun de s'autoriser à mettre les mots qu'il ou elle souhaite et que cette manière, elle n'a pas à être standardisée. Je milite pour plus employer le mot mort. C'est les religions, quand elles sont arrivées sur le marché, vu qu'elles ne pouvaient pas nommer cette chose qu'on ne connaît pas, on a commencé à employer des mots pour définir un espace qui n'existe pas. Donc il est passé de l'autre côté, il a disparu. Il y a 1000 manières de vivre une mort, de vivre un deuil. Finalement, le vocabulaire, il ne peut être que enrichi, je crois, aujourd'hui. On est orphelin quand on perd ses parents. Mais vu que c'est pas dans le sens des choses de perdre son enfant, la langue française n'a pas de mots. Les Anglais ont 3 mots différents pour décrire le deuil. Nous, on n'en a qu'un. Et en plus, on l'emploie mal, puisqu'on dit faire son deuil. Des nouveaux mots sont arrivés sur le marché, comme, tu le dis, féminicide. L'arrivée du mot féminicide et aujourd'hui le fait que ça soit repris dans les médias, je trouve que c'est vraiment très important. Et on voit à quel point ça permet de faire évoluer les mentalités quand on trouve aussi les mots adéquats. C'est horrible quand on vit quelque chose de tragique et qu'en plus il n'y a pas de mots pour le décrire. On le décrivait comme crime passionnel. Il y a le terme de deuil périnatal aussi qui commence à être repris un peu dans le débat public et c'est hyper important. Avec ce qui se passe à Gaza, il y a une chercheuse qui emploie le mot de futuricide. On prive les habitants de Gaza d'un futur. Le mot suicide, il a mis beaucoup de temps. Il y a 20 ans, on disait il s'est donné la mort. Non, il s'est suicidé en fait. C'est maintenant avec toutes les campagnes nationales pour les préventions contre le suicide, ça y est, il est enfin rentré dans le vocabulaire. On ne dit plus il s'est donné la mort, qui était un peu un terme un peu romanesque, un peu chevaleresque. Nos rites funéraires sont-ils polluants aujourd'hui? Il y a des aspects polluants puisque par exemple si on utilise du béton pour faire une tombe, le béton est un matériau polluant. La crémation, c'est aussi un peu polluant, mais ça l'est moins que l'inhumation. Je crois que les crémations sont responsables de, je sais plus si c'est 0,4 ou 1,4% de nos émissions de mercure. Aujourd'hui, il y a toute cette question de comment on rend les funérailles plus écologiques. Ça peut commencer par tous les matériaux qui vont entourer le corps du défunt. On peut faire en sorte que ça soit des matériaux plus écologiques. Les fleurs qu'on va utiliser, ça peut être des fleurs plus locales. Et puis, il y a donc la création de ces carrés écologiques dans les cimetières où on n'utilise pas de béton. On met le corps beaucoup plus directement dans la terre. C'est vrai que dans les rites musulmans ou juifs, au moins, eux, ils ont 24 heures pour être enterrés. On creuse un trou, on met le corps dans un linceul, il n'y a même pas de cercueil. D'un côté, ils sont un petit peu plus respectueux de l'environnement. Quand on prépare les corps, on s'est habitué à une certaine apparence des corps, mais cette apparence, elle nécessite certains produits qui peuvent faire du mal aux thanatopracteurs. Il n'y a pas de rite funéraire qui ne pollue pas, en fait. Et même l'humusation, c'est la Belgique qui vient un petit peu de retoquer le projet à la porte. L'humusation, c'est vraiment le côté de foutez-moi dans la terre, arroser, il y aura un arbre, c'est super.
Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça. Notre corps, quand il se décompose, il dégage notamment de l'ammoniac, des choses qui polluent les nappes phréatiques et qui vont polluer les sols. Pour l'instant, le rite le moins polluant serait peut-être l'aquamation, qui risque d'arriver d'ici 2028. Donc on va être réduit en poudre grâce à l'eau, donc ça consomme moins d'énergie que le four crématoire. Je cite dans mon livre une société qui utilise des corps bicyclettes. À Paris, il n'y a qu'un corbillard électrique. C'est ouf, quoi, de se dire qu'à l'heure où on est à l'hybride et tout, que non. Dans la considération qu'on apporte aux morts, je trouve que c'est toujours important aussi de se rappeler qui sont les grands oubliés. Il y a les morts sans abri, il y a une association incroyable qui s'appelle les Morts de la rue, qui organise en fait des moments d'hommage, qui lit leur nom. Et ce travail-là, il est absolument essentiel parce que, en fait, il y a des morts invisibles. Et si le service public était pas là pour s'occuper de leurs obsèques et si les associations étaient pas là pour rappeler leur mémoire, bah en fait finalement il y aurait personne pour s'occuper d'eux. Et je pense aussi aux migrantes, aux migrants qui meurent en mer aujourd'hui qui n'ont pas d'hommage. Un artiste qui a commencé à créer dans un cimetière en Tunisie un lieu d'hommage aux migrants morts en mer. Jusque-là, ils allaient à la décharge publique en Tunisie. Et les grands oubliés aussi, malgré tout, ça reste les personnes du funéraire, notamment pendant la crise du Covid. Ils étaient sur le front, un chauffeur avec qui l'entreprise de pompes funèbres on travaillait souvent, qui était sur place au Bataclan, qui a ramassé les corps, qui a emmené tous ces gens criblés de balles à la morgue. Et ils n'ont aucune considération, on ne pense jamais à eux.